Qui n'a jamais rêvé d'une alternative simple aux courses? Une alternative pensée pour les parents sous forme de boîtes repas saines contenant des produits locaux et avec tous les ingrédients pour exécuter des recettes illico presto sans se prendre la tête pendant le tunnel du soir. Eh bien, avec Foodbag, ce rêve devient réalité. Foodbag, c'est belge, c'est local et c'est promis. Ils font les choses bien, avec des produits sélectionnés avec soin pour des plats qui régalent les estomacs des grands et des petits. Chaque semaine, choisissez ce que vous souhaitez manger parmi plus de 35 recettes. Il y a de tout, des plats préparés que vous n'avez plus qu'à réchauffer et même des plats express quand le temps vous manque. Des recettes qui font voyager avec des produits bien de chez nous, dans vos assiettes ou encore des extras qui vous facilitent le quotidien pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Des véritables alliés du quotidien qui allègent une grande partie de la charge mentale. Et parce qu'ils savent ce que c'est, la vie de famille, ils vont plus loin. Ils proposent des soupes, des box apéros pour les vendredis soirs entre potes ou encore des boîtes contenant uniquement des fruits. Le petit plus, pas d'abonnement obligatoire. Et la livraison est gratuite, chez vous ou dans un point Collect and Go. Bref, avec Foodbag, manger local et sain devient facile. Et je vous fais une promesse, je vous assure que les portions sont généreuses. Bénéficiez dès maintenant de 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes avec le code DARON, DARONS. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur foodbag.be. Merci à Foodbag de nous accompagner chaque semaine et de nous simplifier la vie tout en régalant toute la famille. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Bonjour Maria. Coucou Axel. Je suis ravie qu'on encapsule ton histoire aujourd'hui au micro de Planète Daron. Très heureuse d'être là. Oh, merci. Est-ce que, donc il y a plein de gens qui te connaissent, tout le monde reconnaîtra ta voix, mais j'ai quand même envie de te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Oh écoute, oui, alors moi je suis d'abord comédienne, ensuite après je suis devenue animatrice télé, radio maintenant, ça me passionne. Et puis je suis maman d'un grand, je peux plus dire ado, mais en fait d'un grand jeune adulte, 18 ans depuis pas longtemps, ouais. Ok, mais j'ai envie de commencer pour dérouler ton histoire, Ouais. j'ai envie de commencer aux racines et de comprendre qui est la petite Maria et de quoi elle rêvait. Alors la petite Maria, figure-toi Axel, c'était vraiment... Alors moi j'étais pathologiquement timide, mais vraiment très très timide. C'était, tu deviens un petit peu celle de qui on va se moquer parce que tu es plus fragile, que tu le montres, que ça se voit. Je suis quelqu'un qui détestait attirer l'attention parce que mon cœur se mettait à battre trop vite. J'étais une très bonne élève qui préparait bien ses petits travaux d'école. Une fois qu'elle devait être devant la classe, je perdais mes moyens, mais de fou. Donc voilà, je n'allais pas jusqu'au bout de mon travail et en plus, je pleurais. Donc forcément, je retournais à ma place. Donc du coup, encore pleurer. Et donc voilà, je me suis construite un petit peu en étant cette petite fille hyper sensible. Que tu es toujours. Que je suis toujours. Mais disons qu'aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris plus à en retirer les bons côtés et en faire une espèce de force. Ouais. Parce que l'hypersensibilité t'amène aussi à peut-être mieux comprendre les gens et les choses. Et donc du coup, voilà ce que j'ai exploité de ce qui était à la base... un boulet quand même. Tu le voyais plus comme un défaut, ton hypersensibilité? Ah oui, hein. Au début, c'est très difficile, surtout quand tu es une petite fille, et puis que tu commences à grandir aussi, que tu n'arrives pas à bien trouver ta place, que tu n'arrives pas à oser dire les choses. Oser, c'est vraiment le mot qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Donc oui, c'était compliqué, ouais. Et tu rêvais de faire quoi, du coup tu vois, petite, tes rêves intimes, tu vois, secrets, finalement, et les rêves que tu osais peut-être verbaliser. Est-ce qu'il y avait une dissonance entre ces deux rêves Oui, hein.
Forcément, j'étais Maria à la vie, complètement timide, qui n'osait rien et qui limite se cachait, c'était le cas. Et puis chez moi, dans mon endroit refuge à la maison, j'étais cette petite fille débordante de créativité. Je mettais mais je me déguisais, je m'inventais des histoires. J'étais une petite fille vraiment très forte dans son univers, dans sa bulle. Je m'imaginais avec le temps, avec une brosse à cheveux, en train de chanter dans ma chambre. Donc je rêvais d'un public. Tu rêvais de ça. Alors que devant ma classe, ça n'allait pas. Donc Ouais. c'était très dichotomique. Là. Ouais. Ouais. Et comment tu as réussi à justement passer au-dessus et oser finalement, parce que tu es devenue comédienne, donc tu as quand même fait du chemin. Ouais. Est-ce que c'est ton contexte familial? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que tu as eu des ressources? Qu'est-ce qui t'a justement aidé comment est-ce qu'on dit, à éclore finalement? Oh, écoute, dans un premier temps, et là maintenant je peux le dire, après toutes ces années passées, je crois que ce sont les portes que la vie décide de t'ouvrir, des signes que la vie te donne et que tu dois choper au bon. Alors moi j'ai compris, genre vers 14-15 ans, tu te retrouves en classe, tu fais une ou deux vannes, tu vois que voilà, c'est des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas et ça rigole et tu dis ah mais peut-être que ça peut marcher si je fais un peu rigoler et tout ça. Donc j'ai pris le pli de devenir un peu la comique là, tu vois, qui se fait qui fait un peu toujours marrer et les profs, ça c'était important, et les profs et les élèves. Et donc du coup tu prends une autre place au sein de ta classe. Et donc ça te donne un petit peu confiance aussi. Et puis, c'est vrai que quand j'ai terminé Marito, je ne savais vraiment pas vers quoi aller. Toutes mes copines voulaient devenir avocats, agents de change. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Mon père rêvait de moi en tant qu'ingénieur, mais le pauvre, il continue à rêver. Ça ne va pas du tout, tu vois. Donc là, je suis partie à l'étranger. Je suis partie un petit peu aux États-Unis. Et puis là, j'ai vu que j'aimais les gens, en fait. J'aimais faire connaissance, j'aimais m'ouvrir au monde, m'ouvrir aux humains, m'ouvrir à la découverte de tout ce que la vie peut te donner dans l'instant. Et je me suis dit, ah tiens, je vais faire relations publiques. Ok. Et puis, de relations publiques, la vie, là, m'amène vers des cours amateurs théâtre, au Théâtre Royal des Galeries, où ma maman discute avec une personne. Ah, bah tiens, si votre fille, ça lui dit, bah oui, ça me dirait bien. Donc, sans me prendre la tête, j'ai été suivre des cours amateurs. Et puis là, j'ai été repérée lors d'un travail par le directeur de l'époque et la grande aventure au théâtre a commencé, quoi. Ah oui. Et là, C'est une chance incroyable de la vie, ça. est-ce que tu avais un syndrome de l'imposteur quand tu as Oui. commencé au théâtre? Ah ben évidemment, quand ça Ouais. se passe comme ça, bien sûr, tu arrives à un moment avec des comédiens qui ont fait le Ah conservatoire. oui, c'est ça. Tu n'avais pas la Qui formation pour. à ce moment-là, je ne l'avais pas, j'avais que mon instinct et la confiance qu'on me donnait. Mais donc, forte de cette confiance, j'ai taffé peut-être encore C'est plus ça. que d'autres. Je voulais vraiment, donc j'ai vraiment voulu montrer chaque jour, chaque soir que j'étais consciente de la chance que j'avais. Après, c'est vrai que je n'ai pas fait le conservatoire, donc la technicité, je l'ai apprise sur le tas, vraiment, sur scène, l'école des planches. Mhm. Mais quelle chance aussi d'avoir joué avec ton instinct premier. C'est ça. Tu avais conscience que tu avais un talent inné finalement? En tout cas, j'avais conscience que j'adorais ça. Ouais. Là, pour la première fois, je me sentais à ma place. Hmm. J'adorais être sur la scène, travailler un texte, vivre ce lever du rideau, mais j'adorais tout autant partir de chez moi à 18h, retrouver les copains en coulisses. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans une troupe de théâtre. C'est tout ce que j'ai toujours aimé et je le retrouve encore aujourd'hui. J'adore le côté troupe, pote, où on vit quelque chose de très fort ensemble. Il n'y a rien de plus beau quand tu aimes ce métier, de travailler un texte ensemble, de répéter, d'être dans une certaine sérénité, ivresse de la première qui arrive, et puis la première arrive, on est tous dans le même état, on a tous notre cœur qui bat, Très fort. Ouais. on a tous très peur, le rideau se lève, et enfin on peut offrir ce pour quoi on a travaillé, quoi. Bah C'est oui. génial. Et ça te vient, tu vois, ce côté très troupe. Est-ce que dans ton contexte familial aussi, vous étiez très troupe, très tribu, très ensemble? Oui, je pense que oui, chez moi, on est des tribus, on est très famille. On est des rassemblements à Noël, on se serre les coudes très fort ensemble. Quand l'un tombe, l'autre va le relever. Donc, ouais, il y a vraiment cet esprit de troupe, ouais. Ok. Quel était ton rapport à la maternité avant de rencontrer le papa de Diego? Alors, le rapport à la maternité, ça n'a pas été une obsession. Ça l'est devenu à partir du moment où j'ai rencontré un homme avec qui
j'étais vraiment bien. Alors, oui, dans l'absolu, oui, maman a eu 2 enfants. Moi aussi, j'aimerais peut-être bien 2 enfants, mais c'était pas à tout prix. Ça aurait été, quelque chose qui m'aurait énormément manqué, je pense, mais ce n'était pas à tout prix. Et c'est vrai que là, bah, en rencontrant, son papa, c'était évident. Lui, déjà, était papa de 2 autres petits-enfants. Donc, je me disais: «Bah, voilà, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire» et je suis très heureuse d'avoir eu, notre bébé, un bébé de l'amour, quoi, vraiment. Mmh. Et donc comment tu rencontres on va commencer comme ça. Comment tu rencontres le papa de Diego? Alors, le papa de Diego était d'abord un super bon pote à moi, un OK. super bon ami au théâtre, justement. On s'est retrouvés à jouer ensemble et on a tout de suite capté à quel point on s'entendait tellement bien tous les deux. On est des barres de rire tout le temps. C'était une connexion assez naturelle, mais très pure, très saine. Lui était avec quelqu'un. Moi, je vivais une histoire. Donc, lui avec quelqu'un avec qui ça se passait relativement bien. Moi, je vivais une histoire beaucoup plus compliquée. Et puis, à un moment de la vie, bah, on s'est retrouvés célibataires tous les deux. Et là, bah, en fait, on ne s'est même pas trop posé de questions. C'était un petit peu Une comme une évidence. évidence à ce moment-là, ouais. Tu quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, quand je l'ai rencontré, je devais avoir une trentaine d'années. OK. 29, 30 ans, ouais. Et là, à ce moment-là, quand tu le rencontres, du coup, lui avait déjà 2 enfants. Mhm. Toi, est-ce que tu as un espèce d'appel du ventre à ce moment-là ou pas du tout? Oh, ça s'est fait en plusieurs fois, hein. Moi, et ça fait partie de mes grands regrets, hein. Quand j'avais 29 ans, 30 ans, que lui avait des enfants, la petite avait 6 mois, le plus grand avait 2 ans. Je n'avais pas la maturité nécessaire encore que pour pouvoir donner tout ce que j'avais à donner. Là, par contre, j'ai ni trouvé ma place, ni cherché à la prendre alors qu'on me la donnait. Mmh. Ouais, donc c'était compliqué. Et puis après, il y a eu cette envie, en effet, de voir ces 2 bouts de chou, de voir leur papa, d'avoir cette envie aussi de réunification tous ensemble. Et c'est vrai que quand Diego est né, ça a fait un trait d'union magnifique. Magnifique, ouais. Vraiment, vraiment magnifique. Après, il y a d'autres choses avec le temps qui n'allaient pas. Et je te dis, c'est blindé de regrets. À refaire, je ne referai pas Oui. la même chose. Je corrigerai énormément. Mais voilà, c'était où ça aurait pu tellement être une famille recomposée, magnifique, vraiment. Mais le plus beau cadeau aujourd'hui, c'est que Diego soit en tribu complète aussi avec son frère et sa sœur. On n'a jamais Mmh. parlé de demi-frère, demi-sœur. Ils sont vraiment frères et sœurs. Et ça, malgré tout, c'est une très, très belle réussite, quoi. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle un petit peu de ce rôle de belle-maman? Parce Mhm. qu'il est quand même très compliqué. Mhm. La belle-mère, c'est un peu, dans l'esprit des gens, quelque chose un peu diabolique, tu Mhm. vois, Mhm. dans la société comme ça. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans ce rôle de belle-maman? Ouais, ce qui a été difficile pour moi, je crois que c'est vraiment le manque de maturité à ce moment-là. J'étais pas, tu sais, je jouais beaucoup au théâtre. Qui dit jouer dit vraiment le mot jouer. J'étais une grande petite fille en fait, et je n'avais pas encore les épaules pour être prête à assumer une grande famille déjà, de Mmh. se retrouver à quatre de 2 bébés en Bah fait. oui, c'était des tout petits bébés. C'était des bébés, donc ouais, donc j'ai essayé, je vais même pas dire de faire de mon mieux, mais j'ai essayé de faire avec mes failles et mes lacunes. Mais aujourd'hui, je prends conscience à quel point une belle-mère a un rôle important, qui ne doit pas nécessiter de bataille avec ce qui restera toujours la maman ou le papa, belle-mère, beau-père. Je le vois aujourd'hui, c'est tellement plus sain pour les enfants de n'avoir aucune bataille là-dedans et d'accepter le rôle et le package qu'on décide de prendre Mmh. en tant que belle-mère, de le faire payer à personne, Mmh. ni au père, ni à la mère, c'est dans Mmh. l'autre sens, ni aux enfants, ni quoi que ce soit, ni même à soi-même. C'est à partir du moment où on décide de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui a déjà ses bagages et son passé, eh bien on prend ce bagage, ce passé et on vit tout On ça vit tout ça, intensément ouais. aussi. Ouais. Mais vous avez du coup eu une vraie discussion autour de créer une famille, votre famille à vous, et de créer ce Oui, trait d'union. Ouais. ouais. Comment ça s'est passé? Ah, moi, je me souviens vraiment quand j'étais à la maternité avec Diego dans mes bras et que les 2 plus petits sont arrivés. Là, pour le coup, la plus petite avait 4 ans et le plus grand 6 ans. Et directement, j'ai senti de leur part un amour intense pour leur petit frère, quoi.
C'était vraiment, c'était leur petit frère. Ils ont toujours d'emblée été aimants, proches de lui. Et là, c'était important vraiment de ne pas créer de De différence différence. ou de préférence. Diego grandissant, par exemple, il me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, il y avait même des moments où j'étais parfois un peu plus dure avec lui aussi. C'était plus facile pour toi de trouver ta place avec Oui, les 2 premiers enfants à partir du moment où tu as eu Diego? oui, je pense que oui, même si une fois de plus, je ne l'ai pas prise comme il aurait fallu. OK. C'est comme si je n'étais pas parvenue à trouver ma place de belle-mère. Donc pas de maman, mais en tout cas de belle-mère, Mmh. de cet aspect féminin qui était à la maison, voilà, au même titre que ce qui se passe de l'autre côté, dans leur maison avec leur maman. Voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de regrets par rapport à ça. Et pourtant, Dieu sait que le rapport et le respect est énorme entre nous. J'ai revu Clara, puisqu'elle s'appelle Clara, il n'y a pas tellement longtemps. Si je croise Thomas aussi, c'est avec beaucoup de bonheur. Donc il y a, il y a, il y a rien allez, comment dire, Il y a pas de il tension. n'y a pas de tension du tout. C'est vraiment un titre perso C'est ça. où je me dis, oh là là, pourquoi t'as pas grandi plus vite? Et vous avez pu en parler? J'en ai parlé avec le papa, Mmh. où vraiment j'ai dit, quel dommage, quoi. Quel dommage de ne Mmh. pas avoir compris plus tôt. Et puis lui aussi, il y a des choses aussi qu'il n'avait pas comprises à ce moment-là aussi. Donc on était 2 cœurs passionnés, en fait. Et je crois 2 grands enfants, vraiment. Donc lui est passé à côté de choses et moi aussi. Et à ce moment-là, ben, elles sont restées parallèles, quoi. C'est ça. Mm. Comment se passe ta grossesse? T'étais comment enceinte? Est-ce que t'étais plutôt le type de maman go with the flow ou est-ce que tu te surinformais? T'avais envie de tout préparer, tu vois, première de classe? Pas du tout. Ah non, non, moi c'était l'instant présent et j'ai adoré. Ah ouais? J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré sentir ce bout de chou qui grandissait en moi, j'ai adoré voir mon ventre prendre de la place. Pour le coup, lui prenait bien sa place. Non, non, j'ai adoré ce moment-là, j'ai adoré ce qui m'entourait à ce moment-là, le papa, celui qui était mon mari à ce moment-là. J'ai adoré les enfants aussi qui attendaient impatiemment leur petit frère. Non, j'ai adoré. C'était trop long pour moi. 9 mois, c'est un peu long? Oui, parce qu'à un moment donné, tu as envie de concret. Mais c'était merveilleux. Tu dis ton mari, donc vous vous êtes mariés. Est-ce Oui. que tu rêvais de mariage aussi? Ah, c'était pas de nouveau une finalité en soi, mais c'est devenu aussi une évidence à un moment donné, à deux, où on a fait le mariage comme on l'imaginait, avec tous nos amis, la famille. Je me souviens que c'était une salle avec une scène de théâtre, en plus, à l'italienne. Donc c'était super chouette, avec des jeunes, notamment les enfants du papa de Diego qui allait faire une petite chanson sur scène pour nous. Donc c'était chouette, c'était une belle journée. T'avais une belle robe? Oui, j'avais une belle robe. Une robe bonbon? Oui, j'avais pris une robe un peu. Non, c'était pas une robe bonbon, mais c'était un peu robe princesse quand même. Ouais. Ouais, non, j'aimais bien. J'aimais bien. Avec un long voile, j'aimais bien. Du coup, quand Diego naît, est-ce que tu as le coup de foudre instantanément quand tu le rencontres ou est-ce que tu as plutôt ce truc de OK, je dois apprendre à le connaître, ce petit être? Comment tu évolues dans ton rôle de Dans le maman? concret. Oui, dans le concret. Ah, en fait, les questions, je me les suis posées avant, juste avant même. Donc moi, ça a été une césarienne programmée. OK, Donc je savais quand et à quelle heure Diego à l'arrivée. allait être là. Et je me souviens qu'on avait dormi, le papa et moi, tous les deux, à l'hôpital la veille, et que le petit couffin du bébé était prêt. J'avais mis le petit doudou avec lequel j'avais dormi la nuit pour qu'il ait mon odeur et tout. Et je regardais ce lit vide, ce petit lit vide, et je me disais, oh, demain, il va y avoir ce petit être que je ne connais pas. Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je vais l'aimer comme il faut? Est-ce que je vais l'aimer? C'est très con ce que je vais te dire, je suis gênée. Est-ce que je vais l'aimer plus que Pichoun, mon chat? T'imagines? J'ai- À ce moment-là, j'avais que mon chat. C'était ma vie, c'était mon... Et donc, l'amour maternel pur, je ne le connaissais pas
Je le connaissais pas encore. Quand on me l'a mis dans mes bras, là, c'était... je me souviens vraiment, il était là, je lui ai chuchoté dans l'oreille, je vais très fort t'aimer, vraiment. Oh. C'était T'as été bouleversée par cette bouleversé. maternité. Est-ce que tu t'es transformée même en tant que femme, tu vois Oui, Ah ouais. oui, À oui. quel niveau? Quand tu deviens maman, tu finis d'être autocentrée, en fait. Tu penses plus à toi en premier. Tu ne traverses plus la route de la même manière. C'est-à-dire que tu fais gaffe, pas seulement pour toi. Tu fais gaffe parce qu'il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose, parce que tu dois t'occuper de lui. Tu prends plus l'avion de la même manière. C'est marrant ça. J'étais tétanisée de prendre l'avion ouais. quand lui n'était pas avec moi. Je voulais pas qu'il m'arrive quelque chose. Mm. Pas pour moi, mais pour lui. Oui. Donc ouais, tu apprends à passer au second plan largement, quoi. Ouais. Il devient ta totale priorité. Et au niveau professionnel, comment tu gérais du coup l'arrivée de Diego qui te bouleverse? Bon, tu as quand même un congé maternité. Est-ce que tu reprends le boulot immédiatement ou est-ce que tu prends le temps de vraiment profiter des premiers instants de vie après combien de temps tu reprends le boulot? Alors, j'ai repris le boulot après 1 an. Ah oui. J'ai eu la chance énorme, et ça, c'est gratitude absolue. Donc moi, j'étais comédienne, je ne jouais essentiellement qu'au théâtre. Euh, je faisais un peu de télé, mais c'était plus épisodique. Mais mon vrai métier était le théâtre, et je n'avais plus envie de ne pas être là le soir pour mon Ok. fils. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me mettre en pause, et là, vraiment, le papa de Diego et des enfants a été super. Il nous a vraiment bien portés à ce niveau-là. Et on avait la chance aussi de pouvoir avoir ses parents, mes parents, qui étaient là aussi. Donc j'ai intensément profité de mon petit garçon en tant que maman pendant 1 an. Et 1 an après, j'ai repris la scène. Et là, tu étais d'accord, du coup, un an plus tard, de ne pas être là le soir parce que le théâtre, c'est essentiellement. Oui, alors ça n'a pas duré longtemps. J'avais repris 1 an après la scène. Et puis à ce moment-là est arrivée la radio aussi. Et puis le choix a dû se faire à un moment donné. Se lever très tôt le matin, se coucher le soir, ça n'allait pas. Et donc j'ai largement privilégié la radio, où c'est vrai, je me levais tôt. Mais d'un autre côté, j'étais la première maman à l'école pour aller chercher Diego, quoi. Ouais. Et comment la radio se met sur ton chemin? Comment ça arrive? Mais ça, c'est encore le coup de bol de la vie, quoi. Ok. Comme le théâtre, en fait. Moi, je suis persuadée d'avoir une bonne étoile. Mais c'est sûr que tu as une bonne étoile. Si t'en es sûr, c'est sûr. Vraiment. Et là aussi, un jour, le téléphone sonne et on me dit à Radio Contact, ben voilà, c'était Julie Taton à ce Ah moment-là ouais. qui animait le morning. Et on m'a dit, ben voilà, Julie s'en va, on cherche quelqu'un, on fait passer des castings, est-ce que ça te dit de le passer? Bah oui. Et donc, j'ai passé un test face à Pascal, l'animateur de l'époque. Et c'est vrai que ça avait bien matché Et tout de suite. T'avais jamais fait de radio avant? Jamais. Mais par contre, tu étais comédienne, donc tu. Mais c'est pas les mêmes codes. C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Mais tu sais, comédienne, j'ai tellement joué aussi avec. Alors, il y avait plutôt des rôles un peu sur mesure où tu joues avec ton instinct et tout, ton tempérament. J'aime bien dire tempérament. Et la radio, c'est ton tempérament aussi. Quand tu arrives à être totalement toi-même, et c'est vraiment ce que le micro de Radio Contact m'a permis d'être, mais là, c'est le plus grand kiff, en fait. C'est le plus grand kiff. Et c'était pas. Si tu as fait le choix aussi de changer de métier, parce que là, tu changes de tout au tout, tu prends vraiment un virage à 180 Mhm. degrés. Est-ce que tu penses que ta maternité a pu influencer ça aussi? Parce que tu as changé, peut-être en tant que personne, tu avais envie d'autre chose? Oui. Oui, et puis je crois que j'avais aussi beaucoup plus de choses à raconter en tant que femme, dans un vécu personnel. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait ce que j'ai pu devenir à la radio. Et c'est le fait d'emblée, je me suis montrée comme cette femme et cette maman imparfaite que nous sommes pratiquement toutes, Ah oui. avec des failles, avec les erreurs qu'on peut commettre, avec le fait que tu n'es pas toujours pimpé à 4 épingles, avec le fait que parfois tu oublies le cartable à l'école ou devant l'école. Et donc j'ai commencé à raconter très naturellement ce que je suis dans la vie, vraiment. Mais ce besoin de le raconter, est-ce que c'était parce que tu t'étais fait une idée de la maternité ou c'est justement la société qui nous impose, en tout cas, qui nous reflète une image de la maternité, que tout est facile, que c'est simple, que c'est tout beau, que c'est tout rose, et puis la réalité des choses, tu te rends compte, bah mince, en fait, c'est pas tellement ce qu'on m'avait vendu, ou Oui et non. j'essaie de chercher, tu vois,
je calcule rien en fait. Tu sais, quand je suis arrivée à la radio, je me disais pas, je vais prendre tel axe ou celui-là. Pas du tout. Je me suis posée là. J'étais maman depuis pas tellement longtemps. Et puis petit à petit, tu commences à raconter tes anecdotes. Et puis tu sens qu'il y a un répondant de la part des mamans aussi qui disent ah ben je me sens moins seule. Ah ben voilà, tu vois. Et puis qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Ah ben si tu savais ce qui m'était arrivé hier et tu commences à le raconter. En plus, je suis quelqu'un à qui il arrive des trucs tout le temps. C'est épuisant à tel point que des gens se demandent si c'est vrai. Mais pourtant, c'est tellement vrai. Et en effet, je racontais les boulettes qu'on pouvait vivre avec mon mari à l'époque, avec les enfants, avec tout en fait. Et en fait, j'ai trouvé un espace pour raconter ce quotidien, mais qui finalement rencontre le quotidien de beaucoup de personnes. Tu te sentais seule pendant ta maternité? Non, je ne me sentais pas seule du tout. Non, 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 j'avais vraiment un papa qui accompagnait très fort. J'étais en bonne santé, j'étais pas malade. J'étais entourée de personnes qui étaient heureuses pour moi, pour nous. Donc, je me suis pas sentie seule. J'ai eu le baby blues Ok. juste après, où j'ai dû rester à l'hôpital un peu plus longtemps que prévu parce que voilà, c'était une césarienne importante, que je supportais pas bien les médicaments, donc il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration de ne pas pouvoir me lever, prendre le bébé, je devais tout le temps attendre, sonner, qu'on vienne me le déposer et tout. Il y avait c'est comme si tout d'un coup, je m'étais habituée à être à l'hôpital et à un moment donné, je me suis dit comment je vais faire quand je vais sortir d'ici. Gardez-moi. Gardez-moi. J'ai vu quand mon gynéco est venu me dire au revoir, j'ai pleuré en disant ne me laissez pas. Comment je vais faire sans vous? J'étais vraiment loin. J'étais, j'étais très très loin, ouais. Et donc j'ai vraiment mis un petit peu de temps à trouver mes marques à la maison. Ça c'est vrai. Ok. Ouais. Et Diego, comment ça évolue mais votre relation à 3, 5, comment ça avance? Comment vous faites votre petit bonhomme de chemin? Euh, ben, naturellement, bien, de nouveau, toujours à l'instinct, toujours avec ce besoin de créer une vraie fratrie pour que tout le monde se sente bien. Euh, Diego était un bébé très facile, en fait. Je l'appelais toujours le bébé Maxi Toys, comme le magasin de jouets, parce que il mangeait, on l'habillait, il dormait, il souriait. C'était à tel point que limite, je comprends pourquoi j'en ai pas eu un deuxième, Ah ouais? parce qu'il était parfait, en Parfait. fait. C'était un bébé adorable, vraiment. Et puis voilà. Et puis en grandissant, on se rendait compte que c'était un bébé particulièrement timide aussi, introverti. Euh, D'où le fait aujourd'hui que je le vois à 18 ans s'épanouir et s'ouvrir comme ça. Il a fait un travail personnel énorme. Tu as pu Lui l'accompagner aussi, ouais, exactement, oui. Oui, oui, oui. parce que tu comprenais, du coup, le petit Oui, garçon qu'il était. cette hypersensibilité, en effet, ouais. Mais l'hypersensibilité, pour une fille, c'est accepté. Mhm. Pour un garçon, c'est peut-être plus difficile à assumer. Oui, oui, oui. Et puis, tu sais, on parle vite d'enfants au potentiel. Nous, très vite à l'école, c'était en maternelle, on m'avait appelé pour me dire que Diego présentait quand même une petite particularité de la sociabilisation un petit peu compliquée. Il disait alors, il a beaucoup de facilité en maternelle. Déjà, les lettres, il les maniait, l'alphabet, il le maniait dans tous les sens et tout. Donc, on parlait de haut potentiel, peut-être le syndrome d'Asperger aussi. Donc, waouh. Et ça, c'est l'école qui t'en parle. Et ça, c'est l'école qui m'en parle très vite. Donc, d'emblée, ben, on prend les choses en main. D'emblée, on se renseigne. D'emblée, on va avoir des spécialistes. D'emblée, on se rend compte que ben, il a ces facultés, voilà, cette rapidité d'esprit liée à l'hypersensibilité qui sont liées à ce fameux haut potentiel. Alors, le haut potentiel, c'est génial quand les choses sont faciles, mais c'est très, très compliqué. C'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Très compliqué. C'est un enfant qui a des facilités dans certains domaines, mais face à ce qui peut représenter un échec, va se bloquer, va se fermer, ne pas le tenter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants au potentiel qui sont en échec scolaire dès l'adolescence, parce qu'on ne veut pas aller plus loin, et donc on laisse tomber, et puis il faut aller au-delà de ses limites. Et Dieu merci, on l'a appris très tôt. Et donc, on a pu exploiter le meilleur de ça. Et donc, du coup, moi, là, pour le coup, je me suis beaucoup renseignée. On a été voir des conférences, on s'est renseigné, on s'est abreuvé de choses
la manière dont fonctionne le cerveau. Tu sais, ils ont un cerveau très pragmatique. C'est, par exemple, on nous expliquait, et c'est tellement le cas, il y a 12 coccinelles, colorier la moitié des coccinelles. Ben, t'en as qui vont colorier la moitié. la moitié, c'est ça, ou alors dessiner la moitié de chaque C'est coccinelle, ça. ou chacun a son esprit. Ou par exemple, je me souviens quand je disais à Diego, alors tu as été à la mer aujourd'hui avec l'école? Ben non, j'ai pas été avec l'école, j'ai été avec les copains de la classe. Enfin, tout est toujours très analytique, et travailler les devoirs. Ça a vraiment été un travail de tous les jours. Il y avait ce qui était facile, ça c'est génial. Mais quand ça n'allait pas, il fallait vraiment y aller tous les jours pour lui apprendre ce truc de allez, On passe au-dessus. ose aller au-dessus et tu Mm. vas voir. C'est peut-être un peu plus difficile, mais ça Mm. va aller. Mm. Et finalement, il a trouvé son rythme de croisière aussi. C'est chaud. Ouais. Ouais, c'est pas évident parce que c'est vrai que le haut potentiel ou l'hypersensibilité, bon, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est presque devenu une mode Oui, aussi oui, de, oui, oui. de mettre une Oui, étiquette mais c'est pour ça absolument. que je n'en parle jamais d'habitude. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, merci. En tout cas, c'est entre de bonnes mains. Ouais. Et ça sera bien accueilli. Oui, oui, c'est la place ici. Ouais. C'est la place. Comment ça évolue? Parce que bon, maintenant on sait que tu n'es plus avec le papa Ouais. de Diego. Est-ce que ça a été une rupture nette ou est-ce que c'était un chemin que vous avez fait tous les deux, que tu as dû aussi processer pour justement anticiper la future vie avec un enfant? Justement, Oui. tu me confies qu'il a une sensibilité particulière. J'imagine que ça a dû Oui. générer des peurs C'était immenses. très dur. Et il en a énormément souffert. Ah ouais. Vraiment. Il l'a jamais montré parce que c'est quelqu'un qui garde énormément pour lui, encore aujourd'hui. Mais bien sûr que ça a eu un impact. Lui, son rêve, c'était d'avoir papa et maman ensemble avec son frère et sa sœur. Ça, c'était évident. Non, c'était un process très compliqué. Et à un moment donné, deux personnes peuvent s'aimer très fort, mais être incompatibles pour... L'amour suffit pas parfois. Ouais. Puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont abîmées, voilà, pour d'autres raisons et en dehors de notre couple. Et ça a eu des impacts terribles. Et notre rupture a été compliquée pour tous les deux. On a tous les deux très fort souffert de ça, très très fort, avec une acceptation qui était nécessaire de part et d'autre de la situation. Mais ouais, ça n'a pas été simple. Ouais. Comment t'as taclé justement cette nouvelle vie de maman solo avec Diego? Est-ce que tu te rappelles avoir mis des choses en place Oui, peut-être? Déjà de manière au niveau de mon organisation. Déjà, mon métier fait que je dois me lever à 5 heures du matin. Donc avant, c'était papa qui s'occupait de le lever, de l'habiller, de le déposer à l'école. Là, on se le partageait. Enfin, plus petit, il était beaucoup plus avec moi, mais donc il fallait que je trouve un rythme aussi. Donc il fallait trouver la nounou à qui tu vas te décider de faire confiance pour quitter la maison à 5h30 et qu'elle prenne le relais pour le réveiller, le déposer à l'école. Donc voilà, tout ça a été une tension terrible. Et en même temps, quand tu arrives à la radio et que tu dois donner le meilleur de toi, tu dois faire un clivage avec toi-même, de dire je ferme ce tiroir d'angoisse-là et j'ouvre le tiroir qui fait qu'en même temps, ça m'a aidé énormément. J'ai vécu des nuits blanches, moi, sans que les gens le sachent, quand je débarquais à la radio le matin, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Et mon métier m'a aidé en fait, à supporter cette séparation et ce passage très compliqué. Alors, ça me fait sourire quand les gens me disent très gentiment aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir comme vous nous aidez chaque jour pour le quotidien, merci, vous êtes un rayon de soleil. Ils ne savent pas à quel point j'ai envie de leur dire merci aussi, parce qu'eux aussi m'ont aidé énormément. Ce métier m'a vraiment aidé. Ouais, ça t'a vraiment porté. Ouais. Parce que j'imagine que c'est la culpabilité qui a dû te faire aussi souffrir énormément par rapport à Diego. Comment tu as travaillé ça? J'ai mis du temps à travailler et à me défaire de cette culpabilité, ouais. Déjà, j'essayais de la combler en étant le plus possible là. Je voulais tout combler, en fait. Je voulais lui montrer que je parle beaucoup de place aujourd'hui, tu vois, mais que sa place, il l'avait et qu'on l'aimait aussi bien son père que moi, mais je voulais le lui montrer vraiment. Donc, il a toujours été ma priorité. Il est resté ma priorité. Dieu sait que mon métier me prenait beaucoup de temps, mais
il passait avant mon métier. Si je devais aller à l'étranger faire un shooting pour une marque de vêtements, je l'embarquais avec. Il faisait toujours partie de l'aventure et il adorait ça. Si je répétais au théâtre et qu'il me disait maman, je peux venir? Oui, tu viens. Les week-ends, il adorait être dans les coulisses du théâtre. Donc il vivait ça avec moi aussi, avec les copains, les copines du théâtre. Les vacances, je les passais avec lui. J'étais toujours là à l'école. Je me privais totalement de sortir un soir. Si j'avais Diego, Oui, c'est ça. je préférais tout faire à la maison. Et il adorait revoir que je recevais des gens à la maison. Mais en tout cas, cette culpabilité a fait que j'étais à, à 100%, peut-être 1000% focus sur lui. Comment on explique à un petit garçon qui a une hypersensibilité que papa et maman vont se séparer? Est-ce que tu te rappelles des mots que tu as pu utiliser? Je me permets de te poser la question parce que Ouais. je me dis que ça doit peut-être aider d'autres personnes à annoncer. Enfin, tu vois, ça peut peut-être inspirer, trouver des clés. Comment est-ce que... Enfin, j'en sais rien, en fait. C'est chacun personnel. Enfin, c'est Oui. hyper personnel, c'est hyper intime. Mais comment est-ce que toi, tu as pu gérer ça J'ai pu gérer ça par beaucoup de tête-à-tête, en fait. Hmm. Beaucoup. Alors, nous, on avait à la maison notre petit fauteuil à papote. Donc, Trop mignon. oui, c'est un petit fauteuil où, quand on avait quelque chose à se dire ou à se confier ou à discuter un peu clairement et sereinement, parfois de choses un peu plus difficiles, ben, c'était le fauteuil à papote. Et donc, ben, c'était le fauteuil qui a permis de lui faire comprendre que voilà, pour X raisons, papa et maman ne peuvent plus vivre ensemble, mais que de nouveau, et Oui. c'est important, c'est pas pour ça qu'on ne t'aime pas, c'est pas pour ça que ça va être compliqué pour toi, tu vas Hmm. voir, on sera toujours là pour toi. Hmm. Et donc voilà, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans ce nouveau mode de vie aussi, quoi. Hmm. J'imagine. Mhm. Diego devient ado, enfin au fur et à mesure des années, il devient ado, tu es maman solo. Est-ce que toi, tu te sens t'épanouir de plus en plus dans ta vie de femme? Oui. Alors c'est bizarre. Donc moi je suis très heureuse d'être cette maman qui a accompagné son fils dans différentes étapes, le soutenir, l'encourager, l'aider à grandir, à avoir confiance en lui, Hmm. à se faire confiance, à écouter son instinct. Euh, et ma plus belle récompense, aujourd'hui, si je peux parler de récompense, mais satisfaction, c'est de le voir aujourd'hui à l'étranger et de le voir se réaliser comme il le fait, en dépassement de soi, en réalisation de soi, en ouverture à la vie, aux humains, comme j'aime bien dire, à la découverte de soi. Il est plus ancré que jamais, il est aligné avec lui, je le sens tellement serein que je me dis waouh, ben voilà, T'as fait on du a bon bien fait boulot. le job, quoi. Hmm. Ouais. Mais toi, tu sens vraiment que, tu vois, la petite Maria, toute timide, Oui. qui n'ose pas parler en public, finalement, tu deviens comédienne, puis tu es à la radio, tu vis un coup dur, vous vous séparez. Et quelle est la nouvelle Maria après ça? Est-ce que c'est une nouvelle Maria ou est-ce que c'est juste une continuité ou une évolution? Est-ce que tu continues à éclore, à découvrir, à te Oui. rencontrer? À quel moment tu te rencontres? Mais je me rencontre chaque jour un peu plus, en fait. Hmm. En fait, et aujourd'hui plus que jamais, je me rends compte que chaque jour peut t'apporter quelque chose, chaque jour peut te bouleverser, positivement ou négativement. Et que quand tu crois que les choses t'abattent au maximum, quand tu te dis que, et là je m'adresse vraiment aux gens, que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de vous noyer, que ça ne va pas aller, et que vous avez vraiment envie de vous laisser couler, il y a toujours une ressource personnelle qui fait qu'on va se relever plus fort. Et j'ai toujours eu une devise qui était: il y a toujours un mal pour un bien. Et que quand on pense que dans ce mal, on ne va pas s'en sortir, on se rend compte que non seulement quand on trouve la force de sortir, à un moment donné, on ouvre les yeux, on se fait: mais en fait, c'est parce qu'il fallait que je comprenne ça. Je devais passer par là. Et on finit toujours par comprendre quelque chose Hmm. qui vous rend meilleur, si Hmm. vous arrivez à capter la chose. Mais ça, tu te le dis aujourd'hui ou tu te l'es toujours dit, en fait, Non, je ne me le finalement? suis pas toujours dit. J'ai mis Hmm. beaucoup de temps à comprendre. Moi, sous mes airs hyper joviaux, je suis une pessimiste. J'ai toujours Ah ouais? pessimiste envers moi-même. J'ai toujours préféré m'attendre au pire plutôt qu'au positif pour pas être trop déçue.
Et une fois que j'attaque les choses, je vais le faire intensément et profondément, mais toujours avec une peur, ou que ça s'arrête, ou que ça se passe mal, ou qu'on ne me choisisse pas, ou que ça va. Et donc, j'ai toujours dans ce truc de syndrome de l'imposteur, ou de manque d'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, avec la vie, avec les expériences, avec ce qu'on se dit qu'on mérite pas aussi. Et de nouveau, apprendre de ce qui nous tombe sur la tête, quoi. Tout à fait. Être maman d'un ado, comment ça se passe? Être Parce maman... que l'adolescence, on n'en parle pas assez. Ouais. C'est quand même aussi Ouais. une période de la vie qui peut être très intense, mais aussi positive. C'est pas forcément négatif Ouais. à l'adolescence. On peut aussi créer un lien super fort. C'est pas forcément le conflit. Comment ça se passe pour vous deux? Alors, moi, j'ai toujours été partisane du non-conflit. Il a toujours été évident qu'à l'adolescence, tu as tout qui travaille. Toi aussi, tu recherches ta place. Toi aussi, tu essayes de te faire valoriser, d'avoir ta valeur aux yeux et à travers les autres. Tu sais pas trop qui t'es. Tu fais attention à ton apparence. Tu es perdu, en fait, avec cette valse des hormones et de l'évolution et une fois de plus du regard de la société. Donc, c'est très compliqué dans la tête d'un adolescent. Et pourquoi je le sais? Parce que moi-même, j'ai été adolescente. On l'a tous été. Oui, mais on peut l'oublier aussi. Eh bien, justement, je crois que c'est ça le secret, en fait. C'est de ne pas l'oublier. Ou en tout cas, de faire en sorte de fermer les yeux à un moment donné et de se souvenir exactement de comment on était. Moi, tu sais, j'ai toujours été très fusionnelle avec Diego, petit garçon et tout. Il était toujours à regarder la télé dans le salon, toujours à côté de moi. Maman, on fait ça, maman, on joue, maman. Et du jour au lendemain, comme si ça se passait en une nuit, l'adolescent veut être dans sa chambre, il bouge pas, il a la flemme, il est un peu nonchalant. Et j'aurais très bien pu être cette mère, mais enfin, dis, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est bon, et non, tu descends hein, maintenant et tout. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais projette-toi. Ta mère, elle t'agaçait en fait quand elle te tannait à vouloir absolument que tu suives les mêmes codes et que selon toi, elle ne respectait pas ton intimité, ta vie, ta façon d'être. Mais ouais, c'est normal. Donc, j'ai compris ça. Moi, à T'as partir lâché du du moment, lest, en fait. oui, à partir du moment où le respect restait à la maison et qu'il y avait des échanges où on se dit, là, quand même, on mange ensemble. Et puis après, oui, va dans ta chambre, c'est pas grave, passe-y les heures que tu veux. Oui, en fait, il faut que ce chemin se fasse et ça n'enlève pas la complicité qu'on peut garder. Moi, je nous avais mis ce petit rituel. C'était le rituel de manger ensemble et le rituel de nous trouver au moins une fois l'année un petit city trip ou un voyage qu'on se faisait à deux pour la reconnexion totale. Et c'est vraiment ce qui nous reconnectait tous les deux très, très fort. Et donc, depuis ces 15 ans, on s'est à chaque fois fait notre voyage rituel. Et ça, c'était génial. Mais à côté de ça, je ne me prenais pas la tête. Je lui faisais confiance. Il savait qu'il avait ma confiance au niveau des études. Tant que ça allait, ça allait. Si ça n'allait plus, là, j'allais resserrer la vis. Et j'avais pas à m'en faire pour ça. Il y avait vraiment la zone de confiance qui était là, dans un sens comme dans l'autre. Du coup, tu n'es pas du tout une maman contrôle fric. Tu veux pas contrôler ou essayer du moins d'avoir le contrôle ou d'être une maman parfaite qui doit remplir toutes les petites cases. T'es plutôt... Non, j'ai jamais été une maman parfaite qui remplit les petites cases. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux avec de nouveau mes propres failles. Je n'ai jamais manqué de lui dire et de lui répéter que je l'aimais. Parce qu'on est une génération comme ça où on ose plus le dire. Non, je lui ai fait confiance très fort et je sens qu'il a grandi avec cette confiance et qu'il n'a du coup pas eu envie de la décevoir. C'est ça. Ça joue beaucoup, je crois, en Parce que fait. là, je m'adresse à toi dans ce podcast vraiment comme une ressource. Tu vois, parce que moi toute seule, et je pense que mon audience aussi, notre audience de Planète Daron, on est des jeunes mères encore. Pas que t'es vieille, hein, Maria. Je suis pas en train de dire que t'es vieille. Non, je ne prends pas comme ça. Mais du coup, tu vois, quelles sont justement les clés? Alors, moi, j'essaye... Et encore, est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même, tu vois, d'être une maman... Je veux pas être une maman parfaite, mais pourtant, j'essaie quand même de bien faire les choses pour mon fils, de justement vraiment combler l'amour, d'être présente, de lui inculquer des valeurs importantes. Mais quand même, tu vois, je te partageais justement off. Hier, j'ai l'impression d'avoir foiré, tu vois. Vraiment, je l'ai vécu comme un échec immense. Je lui avais promis hier matin en le déposant à l'école, je te promets, tu vas pas à la garderie aujourd'hui, je viens te chercher. Et ben, je te le donne en 1000. J'ai été les récupérer à 19h chez des amis. Et ça m'a mis le cœur en miettes. J'étais en colère,
en colère contre tout, colère contre moi-même. J'ai essayé de combler, du coup, quand il est rentré, je l'ai serré dans mes bras, mais vraiment très, très fort. Je lui ai dit plein de fois que j'étais désolée. Ouais. Mais tu vois, maintenant, je me dis, est-ce que du coup, il va retenir ça? Tu vois, comment est-ce que je rattrape? Toi qui as du coup maintenant de l'expérience et qui a un Ouais. enfant de 20 ans, comment ça a été tout ça? Parce que j'imagine que tu as dû aussi être confrontée Ben à ce genre de évidemment, mais j'ai vécu situation. exactement la même situation aussi. Il a quel âge ton petit? 4. 4 ans. Tu as tellement de temps pour récupérer les choses. Et puis une fois de plus, tu lui as parlé. Tu sais, apprendre à un enfant aussi que dans la vie, il n'y a rien qui est immuable. Tu lui as promis, bah, tu t'es peut-être avancé à lui promettre, mais mon Dieu, tu lui as dit que tu as regretté et que la prochaine fois, tu feras tout pour, ou peut-être apprendre à ne pas promettre trop C'est vite ça. aussi. Le secret, il est Mais peut-être là aussi, tu vois. oui, oui, c'est ça. Mais c'est de lui expliquer, voilà, et de lui dire clairement les choses. En fait, je te l'ai promis, je me l'étais promis à moi Mm. aussi. Et puis au boulot, eh ben, on m'a retenu. Il s'est passé ça. Si tu savais mon cœur, comme je voyais l'heure qui passait, je pouvais pas venir. Donc c'est pour ça que je me suis arrangée pour qu'on vienne te chercher. Mais la prochaine fois, je peux te promettre qu'on va s'organiser autrement. Et lui expliquer pourquoi en fait t'es pas venu. Et quand il a toutes les petites raisons, toutes les petites clés à toutes les questions qui peuvent se poser, il va l'entendre Donc, tu as toujours beaucoup communiqué, finalement. C'est très ça. fort, très fort, Communiquer avec Diego. toujours. Et lui, communiquer avec toi aussi. Oui, 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 il a toujours communiqué, il m'a toujours confié les choses, communiqué. Et j'ai toujours mis un point d'honneur aussi à, si par exemple, comme n'importe qui, hein, je me mets à hurler sur lui, je suis fâchée parce que c'est pas normal, il a pas fait ça alors qu'il a dit qu'il le ferait, et qu'il argumente. Je le laisse toujours argumenter. Donc, je ne fais pas partie de... Je n'ai pas envie d'être ce père, cette mère, oui, cette mère castratrice qui va dire ouais, et pas donner le droit à la parole. Mm. C'est d'entendre ses arguments. Mm. Et si j'entends que dans ces arguments, il y a une raison logique, c'est d'être la première à m'excuser de m'être moi-même trop vite emportée, en fait. Tu te remets facilement en question. Ah, très fort, vraiment, c'est de lui dire, alors excuse-moi, pardon Mhm. Diego, je me suis peut-être... et donc lui, ouais, ok, tu vois, la prochaine fois, je dis, oui, oui, désolé. Et donc du coup, on passe à autre chose très vite, l'un et l'autre. Parce qu'on dit souvent aussi que bon, on apprend à se connaître. Et les enfants, en fait, nous apprennent énormément de Ouais. choses, nous apprennent énormément de choses sur nous-mêmes. Est-ce que c'est juste pendant la petite enfance où tu as continué à comprendre plein de choses, à apprendre plein de choses sur toi pendant l'adolescence, pendant encore maintenant, en fait, aujourd'hui, là récemment, tu as été voir Diego. Est-ce que tu continues vraiment ce chemin de remise en question Oui. perpétuelle sur ton rôle de mère? Parce que finalement, ça s'arrête pas, le Ah rôle de non, maman. et tu dois le réinventer aussi. Tu sais, moi, je te disais que j'étais à 100%, 1000% focus sur Diego par ma culpabilité pendant sa petite enfance, son adolescence. C'est un choc pour moi aussi quand il s'envole. Alors, je te dis, c'est génial. Quelle belle récompense de voir en tant que maman qu'il s'envole, qu'il déploie ses ailes et qu'il vit sa vie. Et c'est génial. Mais d'un autre côté, tu te retrouves face à ton miroir, toute seule, en tant que Hmm. femme, plus en tant que maman. C'est ça. Et alors? Eh ben, c'est dur au début, hein. Au Ouais. début, tu te Comment dis, tu l'as vécu? Diego n'est plus là comme prétexte à plein de choses, en fait, finalement. Tu te rends compte de ça aussi. T'as t'as plus, t'as plus quelqu'un à t'occuper avant toi. Tu te retrouves face à toi. Tu dois réapprendre à t'apprivoiser, à te connaître, à trouver du temps pour toi. Hmm. Et là, j'y arrive de nouveau. Mais au début, j'ai beaucoup pleuré, hein. Ah ouais? Ah ouais, ça m'a chamboulée. Ah ouais? Ça m'a vraiment chamboulée. Je me suis dit, ah, mon petit garçon, c'est fini. Mais maintenant, c'est génial. Maintenant, je me réinvente en tant que maman. Maintenant, je reste cette mère. Je lui ai laissé une très longue lettre quand je suis partie d'Espagne, puisqu'il a eu 18 ans fin novembre. Et je lui ai écrit que je suis tellement heureuse de le voir s'épanouir, grandir, avec plein d'autres choses qui restent entre nous. Mais à la fin, je lui ai dit, quoi qu'il en soit, et quel que soit ton âge, n'oublie jamais que je serai là pour t'aider, te soutenir, te conseiller. Ne l'oublie jamais, quoi. Qu'il ne perde jamais de vue que je serai une maman moins peut-être envahissante. Je ne sais pas si je dois dire ce mot-là, mais en tout cas, qu'il sache que sa maman sera toujours là, quoi. Oui, quoi qu'il arrive. Ouais. Je peux te demander ton âge, Maria? J'ai 52 ans. 52 ans. Ouais. Tu rayonnes, hein? T'es canon. Ouais. Je voudrais être comme toi à 52 ans. Ah, écoute, j'ai une bonne crème à te conseiller. Ah oui. Tu peux faire un petit placement de produit, y a pas de problème. Parce que tu viens d'ouvrir ton pop-up. Ouais, tout à fait. Ouais. Durant tout le mois de décembre, Léla est à Maasmechelen Village et c'est génial.
Parce que justement, j'allais te poser la question, parce que donc, tu viens de nous expliquer qu'effectivement, c'est un énorme choc quand même de te retrouver face à ton miroir. Et en fait, tu dois te réinventer en tant que personne, parce que ton quotidien est complètement chamboulé. Tout d'un coup, Ouais, c'est toi, toute ouais. seule, ton chat, Mes chats, j'en ai deux. pardon, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, et tes chats. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus bouleversant? Qu'est-ce qui t'a vraiment titillé, que tu n'avais pas anticipé ou appréhendé? Non, moi, c'est vraiment mon rapport à mon petit garçon, en fait. Ah, c'est vraiment ça. Et pourtant, il est comme 18 ans, donc ça fait longtemps qu'il est plus petit. Ça Qu'il est fait plus longtemps. un petit garçon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je t'aurais pas dit ça s'il n'était pas parti à l'étranger. Je crois que le fait qu'il parte à l'étranger a été une cassure encore plus grande. C'est pas comme s'il était resté 18 ans à la maison et puis il suit ses études et je continue à le voir. Donc j'aurais pas eu ce choc où tout d'un coup, tu sais, moi, à la maison, bah, elle vivait à travers nous deux. Ça va dans des bêtes détails où le matin, je me lève à 5 heures, ben, je sortais de ma chambre comme une ninja, quoi, de pas faire attention à ne pas le réveiller, à les lumières, les trucs, tu vois. Et là, tu peux y aller YOLO, ta maison est rangée. Ouais, tu vois, je mettais un peu le chauffage pour quand lui se lève plus tard, bah, la maison soit un peu chauffée, tu vois. Donc, j'avais mes petits rituels. Et tout d'un coup, bah, Il n'y en a plus. il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors, j'essaie de combler au début le silence. Tu Ah, sais, c'est ça, c'est ça la question. ouais, C'est qu'est-ce que tu... c'était très bizarre au début. Là, maintenant, j'ai retrouvé mes marques, donc je ne le fais plus. Mais 5 heures du matin, je me mettais de la musique. Parce que ça me faisait trop bizarre de sentir que bah, il n'était pas là, en fait. T'allais dans sa chambre, voir. Non, non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Verser une petite larme, Non, non. te coucher dans son Non, lit. non, parce que vraiment, c'est ça ton rôle de maman aussi, c'est que à partir du moment, en fait, tu t'anticipes pour lui ce qui pourrait se passer mal. Donc moi, à un moment donné, quand je n'étais pas avec lui là-bas à l'étranger, dans sa famille d'accueil, et qu'il n'avait pas de connexion, pas d'amis, je souffrais pour lui en me disant oh, pourvu que ça aille, pourvu que ça aille. J'étais là, oh mon bébé, alors qu'il allait avoir 18 ans. Oh là là, j'espère que ça va aller, il doit être tout perdu et tout. Et en fait, à partir du moment où tu sais qu'il est bien, qu'il fait ses connexions, qu'il fait sa vie, ben en fait, tout va bien. Et je ne pense même plus à lui envoyer de messages. Ah, oui. Je suis pas sur la... Pour moi, c'est comme s'il habitait là, il est bien. Et tant que j'ai pas une nouvelle qui m'annonce quelque chose de pas très cool, bah, c'est que ça va bien, Ça en va fait. bien, ouais. Et donc, c'est très sain aussi. C'est redevenu très sain. Tu t'es inventé des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. Comment tu combles parce que du coup, tu as plus de temps maintenant Oui. à te consacrer à toi. Ah ben maintenant, si on me propose un resto un jeudi soir, bah, j'y vais. Maintenant, j'ai pas de souci à ne pas être à la maison le week-end. Maintenant, j'ai pas de souci à flâner complet à la maison. Tu vois, hier, j'ai sombré dans une sieste interminable, mais ça m'a fait un bien incroyable. Je vais pas être sur la balle parce qu'il va rentrer des cours et que je Faire à dois gérer manger. la bouffe le soir et tout. Non, je vis à mon rythme. C'est comment d'être une femme à 52 ans? Oh, ben, je crois que chaque femme de 52 ans le vit à sa manière. Alors, j'ai la grande chance de rester, cet éternel ado, en fait, moi. Je me pose pas de questions, je rentre pas dans des cases de j'ai 52 ans, donc normalement à 52 ans on fait ça. Pas du tout. Je vais m'habiller exactement comme mon mood va me dire de m'habiller. Je vais avoir envie d'éclater de rire exactement comme j'ai envie. J'ai envie de faire la connerie que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être mûre, mature comme j'ai envie aussi. Voilà, je prends que le bon en fait, que ce que cet âge m'apporte comme maturité et comme expérience. Pour le reste, je suis très contente de faire partie de cette génération de femmes qui montrent qu'à 50 ans, bah, c'est pas fini en fait. Non, À c'est ça. 50 ans, tu peux continuer à être fun, tu peux continuer à être sympa, drôle, à plaire, à vivre l'amour intensément, à être amoureuse, à te lever joyeuse, à te faire jolie, à pas te laisser aller. En fait, l'âge, c'est un prétexte, quoi. Ouais. Et sincèrement, je connais des femmes de à peine 40 ans qui sont déjà dans un mood plus avancé. Et c'est dommage. Toi, t'as jamais été comme ça ou est-ce qu'il y a une période de ta vie où tu étais justement dans un mood... Enfin, comment expliquer ça? À un certain moment de ta vie, ton âge où tu étais plus plan-plan que maintenant? Non, je Non, crois que t'as j'ai... toujours eu une Non, énergie.
Et puis mon métier a toujours fait que mon métier n'a jamais été plan-plan. C'est ce que je rêvais c'est ce dont je rêvais. À 18 ans, je me disais, pourvu, ça m'énervait moi de me lever, aller à 8h30, je serai sur tel banc, à 10h10, ce sera la récré. Et là, ça m'énervait. Et je rêvais d'un métier qui me surprenne chaque jour. Et j'ai la chance, je touche du bois, de faire ça depuis que j'ai 20 ans, à travers le théâtre, à travers la télé, la radio. Donc j'ai un métier qui me permet de jouer de nouveau, de jouer de la vie, quoi. Ouais. J'ai vu une interview de Pierre Ninet récemment qui disait « Mais moi, je ne veux pas travailler. Moi, je veux jouer toute ma vie, mais c'est vraiment ça. » Et j'ai cette chance-là, et je crois que c'est ça qui entretient un esprit d'enfant, un esprit de jeunesse. Je le vois aussi à travers tous mes amis comédiens que j'ai toujours eus. Aucun d'entre eux, tu pourrais leur dire, il a 50 ans, elle a 50 ans, ou il en a 60, parce que ça reste des grands enfants aussi. Oui. Et surtout, tu continues à te mettre des challenges, à relever des défis. Là, je pense, et je fais référence à votre voyage aux États-Unis, parce que là, ça a été quand même... c'est quelque chose que tu as envie de te prouver, de mener une barque, de faire quelque chose... d'adulte pour ton enfant. Oui, de responsable et de chef de bord, quoi. Vraiment, capitaine à bord. Tu vois, quand tu m'as dit dans les choses difficiles, après une séparation, dans les habitudes et tout, papa de Diego, c'est quelqu'un qui gérait les voyages, et je me reposais beaucoup dessus. Ici, j'avais envie de ce challenge à nous deux, quoi. J'avais envie de porter le voyage. Bon, il l'a autant porté que moi parce qu'il est hyper débrouillard. Et les moments où je flanchais, parce que je reste moi quand même, donc je panique très vite. Dans un tout petit verre d'eau, je me noie. Donc, il était là pour de temps en temps dire « Maman, calme-toi, regarde, analyse les faits. Voilà où on en est. » Ok, d'accord, oui, c'est vrai, t'as raison. Et on l'a fait à deux et c'est formidable. C'est un souvenir incroyable qu'on a tous les deux juste avant son départ à l'étranger d'1 an, quoi. Qu'est-ce qui fait de ce voyage si spécial? C'est parce que c'était loin? C'est que c'était un rêve à lui, déjà, de faire la côte ouest américaine. C'est que c'était très loin. C'est que lui-même savait aussi que je relevais un challenge personnel et qu'on a eu des fous rires énormes à deux. Et tu sais, c'est traverser de longues routes aussi, où on n'a pas besoin de se parler tout le temps. Lui, il avait ses écouteurs. Moi, j'écoutais ma musique, on était bien. Et puis le soir, on était là, on mangeait tous les deux en tête à tête à se raconter notre journée avec ce qu'on avait vu de spectaculaire, ce qui nous arrivait d'improbable, où on pouvait en rire tous les deux super fort. C'est incroyable, c'était génial. Et de nouveau, tu vois, j'ai dit à chaque fois que ma bonne étoile était là, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la radio, ma bonne étoile était là pour nous proposer ce voyage juste avant le grand départ, quoi. C'était pas calculé? Non. C'était vraiment l'univers qui t'avait mis ça sur votre chemin, en fait. Ouais. Ça a resserré les liens. À fond. Mais vous étiez déjà hyper fusionnels. Oui, mais... t'as appris à le connaître plus en profondeur? Oui. J'ai appris aussi à me rassurer en tant que maman. Tu sais, quand t'es là, tu fais ton grand voyage, tu fais des escales, tu vois comme il se débrouille. Il y a plein de fois où je me suis surprise à poser mon regard dessus en me disant, en fait, t'inquiète pas, parce que il est prêt, là. Il est prêt pour la vie. Relaxe-toi. Il va bien. Il va vraiment bien. C'est tellement mignon. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu referas des voyages comme ça, tu penses? Ah oui. Déjà là, je le vois, je lui dis « Dis, notre prochain voyage ?» Il me fait « Oui, maman, attends, on verra bien. » Mais bon, je sens qu'il aime ça aussi et c'est gai. Et est-ce que tu as envie d'être grand-mère? Tu as hâte d'être grand-mère? Non. Non, quand même. Alors, j'ai pas. Alors, oui, je serai grand-mère. Oui. Je serai grand-mère. Mais mon Dieu, bien sûr que ce petit bébé, je vais le gâter, le surgâter. Mais c'est surtout que lui n'a que 18 ans et que donc me dire être grand-mère maintenant, je me dis. Wow, non, du tout. Mais est-ce que tu te projettes? Ah oui, projette plus tard. Oui, mon Dieu, ça, oui. Oui. Alors moi, je serai la mamie qui sait pas faire à manger, mais c'est pas grave. Je serai la mamie qui fera d'autres choses. Non. Oui. Et quel rapport, toi, tu as avec ta maman et comment ça a influencé la personne que tu es, la mère que tu es aussi? Moi, j'ai un rapport très fusionnel avec ma maman qui m'a beaucoup inspirée dans son côté warrior. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves de vie très importantes, très fortes depuis son plus jeune âge et qui a toujours tout traversé avec des épaules et une force de caractère incroyable. Donc, elle m'a beaucoup inspirée, je l'admire énormément.
Bien sûr qu'il y a eu des failles de son côté en tant que maman aussi, peut-être même de par trop de surprotection, tu vois. Mmh. Mais c'est une maman extrêmement aimante, extrêmement à l'écoute. Et ouais, c'est une maman géniale. Vous êtes en fusion aussi? Oui, oui. C'est ta confidente? Oui, oui, je lui confie beaucoup de choses. Ouais. Parfois même, je sais que je dois ne pas trop lui confier, parce que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup Mmh. dans ce qu'on peut ressentir, aussi bien ma sœur que moi. Donc, je sais que même pour la préserver, elle, et Mmh. même moi, finalement, à un moment donné, je dois faire attention à tout ce que je raconte. Mais en tout cas, quand j'ai quelque chose sur le cœur qui me tient vraiment à cœur, d'ailleurs, déjà, j'ai du mal à le cacher, elle capte tout. Euh, mais Bah, elle t'a fabriqué en même ah temps. ouais, ouais. Non, mais elle est chouette. Faire des voyages ensemble comme ça en famille, ça c'est Oui, quelque chose qui vous réussit oui. et qui vous définit finalement. Ouais, ouais, on adore ça aussi. C'est gai. Et puis, elle est rigolote, quoi. Elle est amusante. Donc, elle va éclater de rire si elle voit qu'il m'arrive une bourde et elle va me faire rire tout autant. Donc, non, moi, c'est chouette. On a une belle relation. Et la relation qu'elle a avec ses petits-fils est Ah incroyable oui. aussi. Moi, mon fils, sa mamie, c'est incroyable. Ça doit être quand même incroyable à Ouais. voir de voir à travers les yeux de son fils que son fils idolâtre sa propre mère. Ouais, ouais, c'est génial. Ça doit être particulier. Parfois même, il va lui confier des choses avant de me les confier à moi. Hmm. Il adore sa mamie, Et elle vraiment. vient faire intermédiaire. Oui, parfois. Ouais, 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 c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur pour l'instant ou des choses que tu as envie de mettre en place là, du haut de tes 52 ans J'ai plein de chouettes projets, des choses encore que j'ai jamais vraiment tâtonnées, qui seront des nouveaux challenges, mais je peux pas trop en parler encore. Il y a ma marque, Léla, que j'ai vraiment envie de voir grandir. Là, à chaque fois qu'on lance notre pop-up, c'est une très grande aventure. Et c'est l'occasion pour moi d'être là tous les week-ends, de rencontrer les gens, de Tu pouvoir vas leur... tous les week-ends Ouais, je suis là tous les week-ends, dans le magasin. dans le magasin. Ah ouais. Et là, c'est l'occasion de rencontrer toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui font confiance aux produits, qui viennent les tester, qui viennent m'en parler. Et j'adore ça. Et donc, dans les là, il y a encore de grandes aventures qui arrivent. Et puis, d'autres choses, quoi. D'autres projets. Parce que l'amour est dans le pré, ça Oui, c'était aussi un nouveau challenge. Tu as l'air d'avoir pris ton pied de ouf dans cette ouais. émission. Mais ça, c'est un bonheur aussi. Le nombre de messages que je reçois en me disant quelle bienveillance, tu as trouvé l'émission qui te correspond. Mais c'est vraiment ça. J'aime ça. J'aime les gens, j'aime les L'humain. êtres humains qui offrent leur cœur là de manière vulnérable. Vraiment, j'adore. Je m'investis très, très fort dans cette émission. Vraiment. Donc tu vas continuer à entreprendre dans les 10, 20 prochaines années. Et écoute, oui, Ouais. oui, oui. Oui, j'ai besoin de ça. C'est mon carburant. Je suis une hyperactive, en fait. Hmm. J'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin de me mettre en danger. Tu sais, quand j'ai adoré faire du théâtre, chaque levée de rideau était une mise en danger. Et j'adore ça. Combien de fois je me suis pas dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mon cœur bat trop vite, ça n'ira pas le soir d'une première. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aime ça? Donc j'ai besoin de me réveiller avec des challenges, avec des envies. Et j'ai des projets perso même qui n'ont rien à voir avec les médias encore, qui n'ont rien à voir avec la marque non plus, qui me chipotent et dans lesquels j'ai envie de m'y mettre. Donc, ouais, non, j'ai pas fini de faire, d'avoir envie de faire des choses en tout cas. T'as quel rapport à l'échec? Ah, je le vis mal. Hmm. J'ai peur de l'échec. Mais ça, c'est pas un frein. C'est pas un frein, mais ça aurait pu l'être. C'est comme Diego, en fait. Voilà, quand j'ai trop peur que l'échec arrive, je suis à deux doigts de ne pas l'entreprendre. Et en fait, je le fais, mais en restant pessimiste. Et puis après, c'est positif. Et je me dis, oh purée. Maintenant, je commence à changer mon fusil d'épaule. Maintenant, je commence à me dire, il t'arrive quand même des choses merveilleuses. Sois dans cette gratitude et dis-toi que ce qui doit t'arriver de bien arrivera. Même fais si tu confiance. dois passer par des choses et Exactement. par des échecs. Oui, et j'en ai eu, hein. J'en ai eu. Mais une fois de plus, j'ai constaté que les échecs t'apportent quelque chose après de nouveau, ou en tout cas un apprentissage, une nouvelle vision et une nouvelle force pour appréhender la suite, quoi. Mais tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'association que tu Ouais. soutiens, les mots de Tom. Comment est-ce que vous soutenez les enfants? Comment est-ce que c'est une association où les enfants, les ados peuvent faire appel si jamais Oui. ils sont en souffrance? Comment ça se passe? Oui, oui, oui. Alors, les mots de Tom, je te la fais courte, même si l'histoire mérite qu'on s'y attarde. Les parents
de Tom, qui était un jeune garçon de 17 ans, un jeune garçon, adolescent, qui se faisait quotidiennement harceler à l'école. Il n'en parlait pas à ses parents, il ne disait rien à personne. Et un jour, tout ça a été trop dur. Il y a eu le sentiment d'abandon ou de moquerie de trop de la part des camarades. Et Tom n'est jamais rentré à la maison. Il s'est jeté sous un train en laissant une lettre de 17 pages et en expliquant qu'il ne voulait pas faire de mal à ses parents et que donc il sentait bien qu'il n'avait plus sa place là. Il a préféré partir. Je te laisse imaginer. Non, je ne peux même pas imaginer. Des parents qui passent leur vie à survivre, en fait. Une manière de survivre, c'était de venir en aide aux autres parents et aux autres adolescents. Et donc, les mots de Tom sont apparus et ont été créés. Et là, il y a différents parents qui parlent de leurs histoires, dramatiques aussi. Des histoires incroyables à écouter. Je vous invite d'ailleurs à suivre vraiment les mots de Tom. Ils font des conférences, ils vont dans les écoles parler aux plus jeunes. Ils essayent de créer des cellules aussi de bienveillance où les jeunes peuvent aller se réfugier, parler, trouver des solutions, trouver des clés ou en tout cas savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et surtout qu'en tant qu'enfants harcelés, ils ne sont pas responsables de ce harcèlement. Ouais. Donc c'est vraiment une association ressources et qui sensibilise en fait aux conséquences du harcèlement dans les écoles. Magnifique travail et primordial et hyper important. Ouais. Et toi, tu es la marraine du coup de cette... Ouais. Ok. Et je me suis proposée de devenir leur marraine il y a maintenant 3 ans, 4 ans. Pour donner de la visibilité ? Oui. En fait, je me suis dit, il y a une notoriété qui est là. Il y a un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que ce que je fais que je puisse me dire un jour plus tard, waouh, si j'ai pu aider, si cette notoriété a pu aider à ce niveau-là dans quelque chose, et je voulais que ce soit ça. Je voulais pouvoir aider à les mettre en lumière, et c'est pas fini. Je veux continuer à le faire, et donc voilà, me mobiliser dans les écoles avec eux et en parler un maximum aussi. Merci beaucoup. Maria, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est un plaisir d'être en face de toi. C'était un plaisir d'être en face de toi. Et je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Merci pour la confiance que tu m'accordes. Ton histoire est entre de bonnes mains. Mais ouais. Et je suis sûre que ça va faire écho. Je l'espère, vraiment. Merci, Axel. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Bref, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et si cet épisode existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Foodbag, des véritables alliés du quotidien avec qui manger local et sain devient facile. Alors n'oubliez pas que vous bénéficiez de 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes avec le code DARONS, DARONS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur foodbag.be. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. Axe.